Et vous écoutez Bretagne 5, il est un petit peu plus de 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Christophe Rondel, il est secrétaire général de la CFDT Bretagne. Il est avec nous en ce lundi matin en direct, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors on va tout de suite poser la question, est-ce que ce nouveau Premier ministre qui est François Bayrou, et on devrait connaître prochainement la composition de son gouvernement, est-ce que c'est un Premier ministre compatible du point de vue social ? On le verra aux actes. Puisque là aujourd'hui c'est toujours un casting et on ne connaît toujours pas le projet. Quel est le projet de ce gouvernement? Quelles sont ses ambitions? On le verra. En tout cas, ça ne peut pas être tellement pire que ce qui s'est passé avant M. Barnier, où M. Barnier avait anticipé, avait repris confiance dans les partenaires sociaux. On verra si M. Bayrou a la même confiance dans les partenaires sociaux. Et l'actualité sociale est assez, j'allais dire, morose. On le voit avec ces entreprises qui ferment des sites, des grandes entreprises. On pense aux Fonderies de Bretagne, on pense à Michelin. Ici, on va parler un petit peu du local. Mais plus largement, un peu partout en France, on a ce marasme économique, cette attente, là aussi, liée à beaucoup de facteurs, y compris géopolitiques. Est-ce que, là aussi, ça va être un grand combat pour les partenaires sociaux, pour la CFDT, de pouvoir préserver les salariés et surtout de dialoguer, là encore, avec le futur gouvernement? Tout à fait. Alors, on parle effectivement des grandes entreprises qui font la une médiatique. Après, il y a beaucoup de petites entreprises aussi qui ferment. On le voit, nous, à la CFDT, dans la construction, dans le bâtiment, dans le secteur social, puisque le secteur social aussi perd des subventions de collectivités, et les subventions, c'est généralement derrière des emplois. Donc, il faut aussi parler de cela. Donc, les partenaires sociaux... le souci, c'est d'intervenir trop tard. Il faut donc anticiper. Nous, on forme nos élus pour qu'ils puissent analyser les comptes, pour qu'ils puissent poser des questions et qu'ils puissent éventuellement prendre leur décision de rester dans l'entreprise en amont ou quitter l'entreprise au moment où il y a un PSE. Mais en tout cas, il faut anticiper. Et aujourd'hui, on arrive un peu dans le dur, un peu trop tard, où le dialogue social, effectivement, entre employeurs et salariés n'est pas suffisant pour donner confiance. Et effectivement, ça inquiète et c'est légitime que les salariés soient inquiets. Est-ce que c'est facile aujourd'hui, le dialogue social avec le patronat? Alors là aussi, grand ou petit patron, est-ce que c'est facile d'avoir accès aux comptes, tout simplement, par exemple? Très difficile, justement. Il y a des règles dans les entreprises qui permettent au CSE, au comité social économique, de pouvoir faire des expertises, mais on peut s'apercevoir qu'effectivement, les directions d'entreprise sont frileuses à partager leurs comptes avec les salariés, avoir un dialogue social loyal, et donc limite cet accès, essaye de faire en sorte que l'expertise auprès d'un cabinet choisi par les salariés ne se fasse pas. Donc ça, c'est compliqué. Et ça, c'est regrettable. Alors, au cours d'une conférence sociale régionale, en présence du préfet de région et du président de région, on l'a rappelé au patronat qui était autour de la table en disant qu'il fallait de la loyauté et de l'anticipation. On ne peut pas agir, on ne peut pas solliciter et mobiliser les salariés à changer d'orientation professionnelle si on ne les prévient pas, si on n'anticipe pas ces choses. Autrement, au niveau national, eh bien, on vient de conclure au cours de ce dernier trimestre avec le gouvernement Barnier qui nous avait redonné la main, un accord sur l'emploi des seniors, un accord sur l'assurance chômage pour éviter les mesures catastrophiques de Gabriel Attal et un accord sur le dialogue social. Donc oui, il est possible de discuter. Quand on a la volonté, on peut. Encore faut-il qu'on nous laisse la place et que ce soit autant au national que dans les entreprises grandes ou moyennes. D'un point de vue un peu plus politique, quoi qu'on parle de politique sociale en l'occurrence, est-ce qu'il faut revenir sur la loi, la fameuse réforme des retraites? On en entend beaucoup parler. Alors on entend certains syndicats qui disent voilà, il faut l'abroger, il faut repartir, sinon d'une page blanche, mais en tout cas revoir le dispositif. Quelle est la position de la CFDT là-dessus? Nous, à la CFDT, on demande de revoir les 64 ans. La durée d'âge légal pour partir en retraite. On ne demande pas d'abroger totalement cette réforme puisqu'il y a certains points, notamment dans la fonction publique, qui sont bons. Il y a la question des départs anticipés, retraites anticipées qui peuvent être intéressants. Donc on ne demande pas de l'abroger totalement, mais on demande de revenir sur la retraite à 64 ans. C'est d'ailleurs un marqueur qui a amené nombre de salariés, des millions de salariés, à se mobiliser en 2023 dans les rues. Donc ce serait un marqueur de reprise du contact, de confiance dans les institutions, pour les salariés d'avoir été entendus par les politiques. Et donc,
Ça, c'est une première chose. Après, on demande, depuis 2023 et même déjà en 2019, une conférence des financements. Une conférence des financements, c'est on repose tout. L'impôt, les cotisations sociales, qu'est-ce qu'on finance avec quoi et à qui on demande de participer à la solidarité nationale. Et ça, c'est ce qui manque aussi. Le consentement à l'impôt, c'est ce qui fait défaut. Voilà. Alors, le consentement à l'impôt, on entend certaines formations politiques dire voilà, il y a trop d'impôts, il ne faut pas en rajouter. D'autres, au contraire, alors qu'ils sont peut-être un peu plus situés à gauche, qui disent voilà, il faudrait lever un peu plus d'impôts auprès des grandes entreprises, par exemple, qui font des profits. On pense aux entreprises du CAC 40, auprès aussi des grandes fortunes françaises, pour essayer d'abord d'améliorer le pouvoir d'achat et peut-être financer justement ces systèmes de retraite, financer également la solidarité en ce qui concerne les chômeurs. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, chacun y va de sa recette. Et tant qu'on n'est pas revenu à convenir de pourquoi on paye des impôts, pourquoi on paye des cotisations sociales, pour financer quoi, eh ben on n'y arrivera pas, puisqu'on part de recettes au lieu de savoir vers où on va. Donc, pour la CFDT, il est important effectivement de revenir à ce consentement à l'impôt, de rebasculer. On part par exemple, nous, avec les partenaires du pacte de pouvoir de vivre, parce qu'il ne faut pas réfléchir tout seul. Si chacun y va de sa recette, forcément, on ne va pas trouver de consensus. Avec les partenaires du pacte de pouvoir de vivre, on propose effectivement de revoir, par exemple, la fiscalité sur les successions, parce que ça a un sens, parce que ça concerne des forts patrimoines, parce que ça permet de financer l'autonomie des personnes âgées. Donc, il y a de la cohérence. Et donc, c'est ça qu'il faut rechercher, c'est quelle est la cohérence. Certains, notamment le patronat, parlent de TVA sociale, donc augmenter la TVA, elle n'a rien de social, par exemple, puisque lorsque on paye de l'essence pour faire 100 km, eh bien, selon qu'on gagne le SMIC ou qu'on gagne 4 fois le SMIC, eh bien, on payera le prix de l'essence au même prix alors qu'on n'a pas le même pouvoir d'achat. Donc il faut plus de justice sociale, on pourra demander des efforts à beaucoup plus de monde si l'impôt en général est juste. Et si les cotisations sociales sont comprises, puisqu'aujourd'hui, qui comprend sur sa feuille de paie les cotisations sociales ? Voilà, souvent on se demande, on se dit, on paye beaucoup de choses, mais on ne sait pas où ça va. Et tout à fait. Pourtant, l'hôpital, quand on y va aux urgences, ce sont nos cotisations sociales. Donc, lorsqu'on est malade, les indemnités journalières, ce sont nos cotisations sociales. En retraite, ce sont nos cotisations sociales. Alors, effectivement, on pourrait imaginer un autre système comme en Suisse, où les cotisations sociales sont conservées par le salarié, à charge pour lui de les placer ou de payer. Pareil en Allemagne, sur l'assurance chômage ou les pays nordiques. Mais là, on rentre dans un système de privatisation. Alors, pas forcément de privatisation, mais en tout cas, c'est le salarié qui fait le versement. Aujourd'hui, comme c'est prélevé sur la feuille de paye, le salarié, finalement, il regarde, et c'est assez légitime, quand je dis salarié ou agent de la fonction publique, il regarde son net, son net imposable, et pas son brut. Et pourtant, le brut, c'est une part de son salaire. Ça veut dire que... mais je ne parle pas qu'il faut tout révolutionner, il faut juste expliquer c'est quoi une fiche de paye. À quoi ça sert, qu'est-ce que ça finance, et ainsi on comprendra mieux l'intérêt, effectivement. Et puis, il faut le dire aussi, depuis le Covid et un peu avant, on rentre dans une société plus individualiste où ce qu'on a, on veut le garder pour soi, on ne souhaite pas participer, une sorte de jalousie ambiante où bien c'est plutôt tout pour moi et rien pour l'autre. Et ça, c'est effectivement, ça donne un climat un peu délétère et donc une sorte de refus. On entend par exemple que le projet de loi de finances n'ayant pas été adopté, il va y avoir des impôts nouveaux. En soi, c'est pas un problème de payer l'impôt quand on est en capacité de le faire. Or, c'est pas posé comme suis-je capable de payer plus d'impôts, c'est est-ce que c'est normal de payer plus d'impôts ? Et ça, c'est pas la bonne question. Plus de solidarité. On en entend beaucoup parler de la solidarité aujourd'hui, en cette fin d'année. Il y a aussi cette solidarité vis-à-vis des travailleurs qui arrivent d'ailleurs, qui entrent en France et qui sont souvent, j'allais presque dire, happés par les employeurs qui ont besoin. On pense par exemple au domaine de la restauration où beaucoup d'employeurs manquent de main-d'œuvre et vont aller chercher ces employés, en tout cas employer ces personnes qui arrivent d'ailleurs. Est-ce qu'il faut un véritable statut des travailleurs étrangers aujourd'hui en France ? Est-ce qu'il faut repenser ce statut ? Et complètement, et notamment, il y avait une loi... la loi Asile-Immigration que l'on combattait à la CFDT, mais elle a prévu normalement de définir des métiers en tension dans lesquels on peut régulariser, c'est-à-dire on peut accorder. Alors régulariser, c'est accorder l'autorisation de travailler à des personnes d'origine étrangère. Et donc on avait défini en juillet une liste en Bretagne de métiers en tension sur lesquels il était
très intéressant de permettre à des travailleurs qui viennent en France de travailler avec une facilité d'autorisation de travail sans diverses démarches administratives. Et donc ça, c'est à développer. Or, l'instabilité politique amène à mettre sur le tapis le sujet de l'immigration, qui n'est pas une priorité numéro une. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est du pouvoir d'achat. Et un deuxième élément qu'ils ont actuellement en tête, c'est la sécurité de leur emploi. C'est pas du tout la question de l'immigration. Et le pouvoir d'achat ou la sécurité de l'emploi n'est pas lié à l'immigration, puisqu'on voit que les personnes migrantes occupent des emplois qui ne sont pas occupés par des personnes françaises ou d'origine de l'Union européenne. Et donc, c'est pas un dilemme, c'est pas eux contre nous ou nous contre eux. Ça ne devrait pas, en tout cas. Avec, en plus, des confusions où, bien souvent, on peut voir qu'on confond personnes d'origine européenne avec personnes extra-européennes et des tensions qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, en tout cas, ce n'était pas le sens de ma question, c'était plutôt la protection de ces travailleurs étrangers, au même titre que la protection aussi des travailleurs précaires français. Oui, alors, ça, c'est effectivement, la protection, c'est éviter l'abus contre eux, c'est-à-dire un emploi, des logements insalubres parce que du fait de la non-maîtrise du français ou du fait d'une précarité, ils sont en situation d'accepter des conditions de travail ou des conditions de logement totalement inadmissibles. Nous, on avait pu défendre, alors il y a déjà quelques années, mais des travailleurs bulgares qui étaient hébergés du côté de Guingamp dans une grande entreprise de commercialisation de fruits et légumes. Ils étaient hébergés dans des conditions totalement insalubres parce qu'ils étaient en situation de dépendance économique. Et donc ça, effectivement, il faut sanctionner très fortement. Cette entreprise a été condamnée pénalement, le chef d'entreprise également. Il faut le condamner et le sanctionner puisque c'est abuser de la faiblesse humaine, une faiblesse qui est liée à une situation dans la vie, une précarité, tout à fait. Alors souvent les travailleurs précaires dans leur ensemble n'osent pas faire la démarche, n'osent pas par exemple pousser la porte d'un syndicat, la CFDT par exemple puisque vous êtes là. C'est juste. Comment faire, comment aller à la rencontre finalement de ces travailleurs, de ces travailleuses qui n'iront peut-être pas forcément avoir la démarche d'aller vers un syndicat pour se faire défendre. Alors, sinon pas la démarche d'aller vers nous, il faut aller vers eux. Alors, comment ça se fait ? Effectivement, la CFDT ne peut rencontrer que des travailleurs en situation d'emploi parce que c'est notre cœur de métier. En revanche, à la CFDT, on travaille, je vous ai parlé des partenaires de Pacte de pouvoir de vivre, la CIMAD, une association de soutien aux travailleurs migrants, l'ASTI également. On travaille aussi avec le Secours catholique, on travaille avec d'autres associations, foyers jeunes travailleurs, qui eux sont en contact. Et donc, parce qu'ils les aident socialement, humainement, ou dans leur démarche administrative, peuvent constater que sur le plan social, sur le plan professionnel, il y a une difficulté. Et là, dans ces cas-là, en partenariat, ils nous les renvoient vers nous. Et donc, nous, on peut les accompagner. C'était le cas, par exemple, sur Quimper, où on a eu des travailleurs qui ont été accompagnés par la CFDT au tribunal, puisqu'ils étaient là aussi abusés par une entreprise du bâtiment, avec des versements de salaire qui n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qui était dû par la convention collective. Donc, nous, directement, ça nous est difficile. Mais via nos partenaires sur le terrain, on peut être amené à les renseigner. Nous, sur la question de la régularisation des papiers, on n'a pas la compétence et donc on les renvoie vers ces associations et inversement, ces associations sur le droit social nous les renvoient également. Donc on fait un échange de compétences entre diverses associations et c'est ensemble qu'on arrivera à résoudre les difficultés, effectivement. Là encore, la solidarité qui joue. La solidarité, c'est aussi le fait de pouvoir vivre de son travail. On le voit aujourd'hui, beaucoup de salariés qui sont en grève. On évoquait tout à l'heure la Fonderie de Bretagne ou encore Michelin, se plaignent que beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui spéculent à l'étranger, installent leur siège social à l'étranger, y compris des sociétés françaises. Est-ce qu'il faut revoir plus profondément en fait la loi économique, la loi sur le travail, sur l'implantation et surtout sur le partage des richesses? Alors, c'est deux questions. Voilà, il y a double question, mais celle sur laquelle on peut agir, nous, à la CFDT, c'est le partage de la valeur. Il y a eu un accord national interprofessionnel signé, normalement avec les employeurs, qui, justement, doit permettre de rediscuter du partage de la valeur. Parce que, j'allais dire, quel que soit leur siège, ce qui est produit en France, génère des richesses en France et doivent être partagés en France. Aujourd'hui, on voit que là, il y a... Alors, le SMIC augmente du fait de l'inflation, mais les salaires au-dessus du SMIC n'augmentent pas proportionnellement. Et donc, on a un tassement de grille qui fait qu'il devient, malgré 5 ans, 10 ans d'expérience, il devient difficile de vivre avec
juste quelques centimes ou quelques euros supérieurs au SMIC. Déjà, avec le SMIC, c'est compliqué. Et donc, c'est le partage de la valeur, la rediscussion, 1, des grilles de salaire et des revalorisations, 2, des classifications, c'est-à-dire quand j'ai un emploi, quand j'ai une compétence, quel salaire dois-je avoir en face? Et donc ça, c'est une discussion à avoir. Et donc c'est un rapport de force. Ça peut se faire dans certaines entreprises. Effectivement, le contexte économique, le marasme inquiète les salariés qui, dans ces cas-là, sont beaucoup plus prudents, voire frileux à revendiquer des augmentations salariales. Et pourtant, c'est via les augmentations salariales dans l'entreprise. On ne croit pas, nous, à des augmentations générales décidées par l'État, par un gouvernement, hormis le SMIC, mais ça, c'est la loi. Il faut donc rediscuter, soit dans les entreprises, soit dans les branches. Une branche, c'est au niveau national, négociant des employeurs et salariés, pour obtenir une amélioration de son pouvoir d'achat. Alors, on parlait des travailleurs tout à l'heure. J'allais dire des travailleurs de base, sans jugement aucun de ma part. Et puis, il y a aussi les délégués syndicaux. On voit depuis quelques années, beaucoup de délégués syndicaux qui sont pointés du doigt, parfois mis un peu sur la touche dans leurs entreprises respectives. Est-ce que il y a un déni de sale gueule, si vous me permettez le terme, du délégué syndical aujourd'hui? Alors, faut pas se le cacher. Effectivement, agir syndicalement dans une entreprise, c'est pas la meilleure promotion que l'on peut avoir. Et pourtant, ça existe. Donc, dès lors qu'on reconnaît, mais ça c'est une culture à développer en France que l'on n'a pas, on regarde souvent l'Allemagne en disant regardez l'Allemagne, leurs déficits, ils sont moindres que chez nous et ainsi de suite, ben, ils ont aussi un meilleur dialogue social. Et notamment la place des représentants syndicaux dans l'entreprise est considérée comme une plus-value et non pas comme un empêcheur de tourner en rond. Et donc si on reconnaît au syndicalisme, parce qu'il agit, parce que justement il se fait aider, peu importe, et sans moi-même, alors je suis de formation juriste, mais je n'ai aucune compétence en comptabilité. Et donc, lorsque je veux discuter des comptes avec mon employeur, j'ai besoin d'un cabinet d'experts. Et si on reconnaît cette loyauté dans le dialogue social, ou pour pouvoir discuter, j'ai besoin d'un appui, il n'y a pas de souci pour développer des compétences. Nous, d'ailleurs, à CFDT, on essaye de faire en sorte qu'au cours de son parcours syndical, on acquiert des compétences que l'on peut valoriser ensuite dans l'entreprise parce que j'ai appris à négocier avec un employeur et donc peut-être que je peux négocier dans un secteur commercial. J'ai appris à rédiger des tracts et donc peut-être que je peux passer d'un poste technique à un poste administratif. J'ai appris à développer, à gérer une équipe parce qu'on est une dizaine d'élus autour de la table et donc peut-être que je peux évoluer. Donc ça, on essaye de transposer des compétences syndicales dans le monde professionnel pour les valoriser dans le travail. Donc, nous, on y croit, et c'est notre cœur de métier, mais effectivement, l'ambiance ordinaire n'est pas forcément à ce que des équipes se développent et que l'esprit syndical soit bien considéré par les employeurs. Maintenant, ce n'est pas vrai partout, ça se fait dans certaines entreprises très très bien, mais on a quelques exemples, hélas, qui remontent à pas longtemps et qui démontrent que créer une section syndicale dans une entreprise, c'est compliqué. Il y a aussi les différences entre le privé et le public. Alors, vaste débat, est-ce qu'il vaut mieux aller travailler dans le public ou dans le privé? Là, je ne vais pas rentrer dans le débat, je pense qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps ce matin, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup de travailleurs, de jeunes travailleurs, ne veulent plus aller vers les services publics pour plein de raisons. Est-ce que c'est inquiétant aussi, j'allais presque dire d'un point de vue politique, car aujourd'hui on voit les services publics qui sont réduits souvent en peau de chagrin, y compris dans nos campagnes. Est-ce que là aussi il y a, j'allais dire, une source d'inquiétude pour les partenaires sociaux, pour les syndicats? Effectivement, puisque là il y a on parle d'attractivité des métiers. Il manque d'enseignants, il manque de personnel hospitalier. Donc si c'était aussi intéressant de travailler dans la fonction publique, il devrait y avoir autant de personnes à attendre à la porte pour rentrer. Or, c'est pas le cas. Donc, oui, c'est inquiétant parce que les services publics, alors ce qu'on dit globalement, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et donc, pouvoir accéder à l'éducation, pouvoir accéder à la santé via le service public, c'est pouvoir se soigner, c'est quand même dans une société moderne, c'est quand même le b.a.-ba. Donc oui, c'est inquiétant. Et donc on essaye, nous, à la CFDT, de développer des conditions d'attractivité, d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer les salaires. Mais jusque-là, on parle plutôt de la fonction publique comme un coût, alors que c'est une richesse. Et on l'a bien vu dans le projet de gouvernement et dans le projet de loi de finances, la question des jours de carence, qui est complètement ridicule de la part d'un ministre, et
d'autres propos d'un ancien président de la République à l'encontre des enseignants. Ça montre bien d'une méconnaissance et une caricature de la fonction publique. C'est sûr que c'est pas ce genre d'hommes politiques qui vont améliorer la France globalement. Il faut aujourd'hui que... Alors, François Bayrou, vous le disiez, on le verra un petit peu à l'usage, mais il faut que, par exemple, le futur ministre du Travail, s'il y a une nomination prochainement, soit un ministre de dialogue, d'écoute, j'allais presque dire un ministre d'action aussi, parce qu'on en manque. Alors, de dialogue et d'écoute, c'est sûr. Qu'ils fassent confiance aux partenaires sociaux. Avant Barnier, c'est clair que leur consigne n'était pas de faire confiance aux partenaires sociaux. Barnier a laissé sa chance, et comme je vous ai dit, senior, chômage, dialogue social, 3 accords, l'assurance chômage, ça a été repris, ça a été validé, donc voilà. Le prochain doit avoir la même technique, c'est-à-dire que sur des sujets sociaux, on laisse les partenaires sociaux se mettre d'accord et on transpose dans la loi sans en faire un sujet politicien. Donc oui, il doit être à l'écoute. Le souci, c'est quelle est la stabilité, puisque on avait la CFDT rencontré le Premier ministre en septembre et il est déjà reparti. On peut espérer, enfin, il faut espérer que M. Bayrou dure, sinon on en rencontrera un tous les 3 mois et ça ne fait pas avancer les dossiers. Et il y a des dossiers qui méritent d'avancer. On attend désespérément une loi grand âge pour toutes les personnes en situation de dépendance, quel que soit leur âge, également. Eh bien, cette loi, elle n'avance pas. Et pourtant, on va devant un mur. On est devant un mur concernant l'évolution de la démographie. Il faudra bien préparer les emplois de demain concernant toutes ces personnes-là. Et on attend cela. Avec des régions comme la Bretagne qui vieillissent, alors pas seulement la Bretagne, d'autres régions évidemment. Là aussi, il faudra une cohérence politique. Alors, outre le dialogue avec les partenaires sociaux, mais il faudra une cohérence politique pour préparer justement les métiers de demain. Ah ben, complètement. Alors, là, j'ai parlé du grand âge, effectivement, parce que c'est une préoccupation, mais la transition écologique, c'est également une préoccupation. Vous aviez parlé de Michelin et des fonderies de Bretagne. Tout cela tourne autour de l'automobile. Le secteur de l'automobile doit se révolutionner. Et cela, si on ne le fait pas aujourd'hui, on va à la perte de demain pour tous ces emplois qui... alors, ces 2 entreprises, PSA également, ont pignon sur rue, mais il y a plein de sous-traitants et plein de petites entreprises autour dont on ne connaît pas les noms parce que elles sont plus discrètes, qui dépendent de cela. Donc, il faut préparer les métiers de demain. Et là, on va... c'est pareil, sur l'automobile, on ne peut pas dire qu'on prépare les métiers de demain puisqu'on est en train de produire des véhicules qui ne sont pas attendus par le consommateur. Ils attendent des petits véhicules à pas cher et on produit des gros véhicules très chers. Donc ça ne correspond pas à la demande et après on s'étonne qu'on doit importer des véhicules étrangers. Voilà, il faut peut-être produire autre chose que des SUV pour prendre le propos au vol. Il y a aussi effectivement la transition écologique, de nouveaux métiers arrivent avec l'éolien, avec évidemment la production d'électricité verte, on pense aux panneaux solaires, dans un domaine ou dans des domaines très concurrentiels. Est-ce que là aussi les syndicats doivent être attentifs au futur de ces métiers et à leur développement? Oui. On dit pas d'emploi sur une planète morte. Ça, c'est le slogan assez simple à comprendre, mais on doit, notamment par la formation professionnelle, dès les lycées professionnels, dès les BTS ou facultés, et ça, c'est une compétence qui dépend du ministère de l'Éducation, mais aussi de la région. Et donc, nous, organisations syndicales, on a notre mot à dire à ce niveau-là. Donc oui, on s'en préoccupe. Sur les métiers de l'agroalimentaire également, il faut qu'on soit prudent, puisque on sait que la consommation animale va sans doute baisser. Donc, il faut préparer les emplois de demain sur soit plus de valeur ajoutée, soit de nouveaux produits. Et donc, et en Bretagne, on sait que l'agroalimentaire occupe beaucoup d'emplois, maille le territoire, ce qui est une force également, qui évite des zones désertiques par rapport à d'autres régions. Et ça, il faut préparer les reconversions de nouveaux métiers. Donc on aura moins en moins besoin de bouchers demain, mais il faut d'autres métiers. Avec une région qui est volontariste, alors là, sans parler de politique, mais il y a une véritable politique régionale en la matière, en la formation, entre autres. Aujourd'hui, on a l'impression que la formation, c'est un peu le parent pauvre. Là encore, ça nous ramène à la situation de l'État. Aujourd'hui, quand on dit, voilà, des jeunes vont peut-être changer d'orientation, ne pas aller vers de grandes études, de longues études, ils sont un peu pointés du doigt encore aujourd'hui. Et voilà, il y a une forme de...
allez, de discrimination, c'est peut-être un peu fort, mais lorsque l'on veut aller vers des métiers directement et pas forcément vers de longues études. Eh ben, c'est bien dommage. Par exemple, on a besoin sur le secteur de Saint-Brieuc de métiers de la menuiserie, de tout ce qui tourne autour du bois. Et hélas, l'État, l'éducation nationale, réduit le nombre de places dans un lycée Fraissinet de mémoire, alors qu'il y a des jeunes qui veulent y aller, des employeurs qui souhaitent les employer et une demande professionnelle et économique sur le territoire. Donc là, on est un peu complètement en contresens. Alors sur la valorisation des métiers techniques, effectivement, aujourd'hui, ces métiers sont moins valorisés, quoique... il y a un retour. Il y a un retour, et puis dans la mesure où il y a de moins en moins de travailleurs dans ces secteurs-là depuis quelques années, eh bien l'offre et la demande fait que les salaires sont nettement plus élevés qu'auparavant, et que il y a de quoi s'éclater professionnellement et puis réussir sa vie financièrement également dans ces métiers techniques. Donc oui, il faut les valoriser, oui, il faut permettre les passages d'une filière à une autre, une reconversion. On développe beaucoup, puisqu'on fait partie de commissions. Alors, le travail du syndicaliste, il est dans l'entreprise, il est là aujourd'hui à la radio, mais il est aussi dans diverses commissions où on travaille les emplois de demain, des commissions telles que la commission régionale d'emploi, formation, orientation professionnelle, où on met avec l'État, avec la région surtout, des financements pour favoriser les reconversions. Ça, c'est important. Il y a eu un effet Notre-Dame, on a vu ses compagnons travailler sur les charpentes, sur des choses magnifiques. Il y a eu cet effet Notre-Dame qui va peut-être un petit peu redorer le blason. Il faut l'espérer, effectivement, je ne saurais pas le mesurer. Très sincèrement, je ne saurais pas le mesurer, mais il faut l'espérer, effectivement. Après, c'était des métiers d'art, voire d'exception, où il y a eu les moyens qui ont été mis en place, mais il y a besoin de couvreurs, il y a besoin de divers métiers. On en manque de couvreurs aujourd'hui. Tout à fait. Dans le bâtiment, mais la restauration, qui est un métier aussi de contact humain, on manque également de personnel. Donc, il faut valoriser ces métiers, mais les valoriser, ça dépend aussi du pouvoir d'achat et de l'attractivité salariale de ces métiers, des conditions de travail. Donc, savoir, par exemple, dans les métiers du bâtiment, la CFDT a signé en 2023 déjà un accord qui vient considérer que il y avait une caisse de congés payés pour les intempéries, le vent, la pluie, le gel. Eh bien, du fait du changement climatique, on a obtenu que les fortes canicules soient considérées comme des situations à risque pour les travailleurs et soient payés, c'est-à-dire qu'ils sont mis au chômage technique les jours de forte canicule. Eh bien, il faut aussi considérer ces évolutions de conditions d'emploi pour permettre l'attractivité et éviter que les travailleurs ne s'épuisent, mais voilà, c'est le travail des syndicats. Allez, il nous reste une poignée de secondes. Je voulais vous entendre sur les jeunes aussi. Est-ce que les jeunes ont une propension à aller vers un syndicat aujourd'hui, ou est-ce qu'on est dans une forme d'individualiste à la start-up? Alors les jeunes, ils aiment bien. Je suis volontairement provocateur. On va pas dire qu'on est leur première lieu d'investissement. Ils vont s'investir dans la culture, dans la protection du climat, dans le droit des femmes, mais tout cela dans les syndicats et à la CFDT, on le porte également. Donc ils sont bienvenus, ces jeunes. Voilà, ce sera le message. Un dernier mot, tout dernier mot, le gros dossier que la CFDT va porter. Le pouvoir d'achat. Voilà. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Christophe Rondel, secrétaire général de la CFDT Bretagne, était avec nous ce matin pour parler des conditions de travail et d'emploi. Et il y aura encore fort à dire. Merci infiniment. Merci. Très belle journée. Au revoir. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.